avons froid. Nous avons faim et nous ne savons même pas dans quel pays nous sommes en ce moment. Tout ce que je porte est humide. Tous nos sacs qui contiennent nos vêtements sont mouillés. Les chaussures de ma femme sont trouées. Comme beaucoup, nos pieds et nos sandales sont recouverts de boue. Faire face à un long, humide et froid périple alors que l'hiver commence à arriver sur le continent. Il faisait si chaud. Et ensuite si froid sous la pluie. Tout le monde est fatigué, épuisé, complètement épuisé. Quel corps est en jeu? Quand cette dimension n'est pas prise en compte, une zone importante d'impensé s'établit. Supposer un corps neutre à partir de quoi pourrait s'établir n'importe quel motif chorégraphique va à l'encontre de tout le projet de la danse contemporaine. Laurence Loup. Sur la plage où gît le corps d'un homme, la mer rend ce dont elle n'a pas besoin. Le lendemain est un état de fuite et nous plonge directement dans un état de lutte. Ce sera là, dans le bouillonnement des flots d'une mer déchaînée par les vents. Le vent souffle. Il fait froid, très froid. Froid dans le corps, froid dans le cœur. Il fait noir. Les yeux se ferment. L'âme est sombre. Dernier soupir dans le vent. À quoi pense-t-on avant de se jeter du haut des falaises? Comment fait-on pour se jeter dans le vide sans qu'aucun instinct de survie ne retienne le corps? Que ressent-on au contact de l'eau, du froid? Soudain, il n'y a plus de corps. Tout est clos, englouti. Nos lendemains se réfèrent à la mémoire liée à l'instinct de survie. Cet instinct qui réagit lorsqu'une situation intense de peur et donc de stress se présente à nous. Particulièrement cette mémoire d'instinct de survie des réfugiés, des migrants, de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui traversent les mers sur des bateaux de fortune au péril de leur vie. Celle qui est la conséquence d'une situation pouvant engendrer de graves dégâts corporels, voire mentaux. Leurs terres sont quotidiennement attaquées, bombardées. Et la première chose qui leur vient à l'esprit est l'envie de fuir. Leur corps, en situation de grand stress, active de façon instinctive certains mécanismes de protection que l'on appelle l'instinct de survie. La peur. Cette émotion que ces corps ressentent face à ce danger et cette menace. Cette émotion qui conduit ces corps à fuir ou à affronter l'impensable. Nos lendemains est une recherche du mouvement autour de ces trois vecteurs qui conduit à décomposer la manifestation de l'instinct de survie au travers des mécanismes suivants. La fuite, le face-à-face avec le danger. Processus de prévention qui consiste à se mettre en route. Il répondra à un sentiment de peur, d'oppression, qui suscitera en nous l'envie de fuir rapidement. La lutte, la fuite qui échoue. Les corps
s'agira d'une phase de colère et de révolte. Des sensations inversées où l'on passe d'un état de corps de peur intense, de fuite, à un état de corps d'affrontement. Le regard se fixe et se focalise sur les yeux adverses pour connaître l'intention. L'inhibition, le découragement. Cet état qui oblige à abandonner une attitude agressive, défensive, pour ne pas envenimer la situation. L'état d'inhibition n'est pas, comme les autres états de la survie, volontaire et reste difficilement contrôlable. Faire le mort, se faire oublier, pardonner ou se laisser abattre font partie de l'état d'inhibition. Stop. Patrice, viens, dégage-toi par ici. Avec les danseurs, je ferai appel à cet instinct de survie motivé par la peur qui permet de se surpasser afin de prolonger la vie. Nos lendemains, de rendre hommage à ceux qui ont quitté leur terre natale contraints ou forcés. L'actualité quotidienne qui grouille de faits racontant l'accomplissement d'exploits heureux ou malheureux réalisés par ces femmes, ces enfants, ces hommes de Syrie et d'ailleurs en situation de survie sera ma source d'inspiration pour une danse urgente, saccadée, exaspérée, martelée. Donc bonjour, je vous vois pas bien, donc je m'adresse à vous dans le noir, mais c'est pas très grave. Donc je commence, je m'appelle Henri Devier, j'aurais pu m'appeler Sylvie, mais je m'appelle Henri. Je suis là aujourd'hui pour dire mon engagement auprès du travail de Faisal. Donc c'est un engagement qui est daté. La première fois que j'ai découvert le travail de Faisal Zeghoudi, c'était en 2004, pour un spectacle intitulé La Maison de Lot, qui a été pour moi un vrai choc à la fois esthétique, et il se trouve aussi que cette pièce, qui avait une véritable puissance, a été, pour des raisons sur lesquelles peut-être reviendra Faisal, déprogrammée, et que donc je m'occupe d'un lieu qui s'appelle la Gare Mondiale, qui est implanté dans une petite ville de Dordogne qui s'appelle Bergerac et qui est essentiellement un lieu de fabrique. On parle beaucoup de ces lieux en fait aujourd'hui. Et donc ce premier choc esthétique m'a conduit à accompagner le travail de Faisal sur plusieurs expériences. Il a créé une trilogie dans son... Alors, c'est l'intérêt. Donc, je vais parler comme ça, je digresse. Si tu sens que je pars en vrille, tu me reprends. Mais on dit souvent du travail de Faisal qu'il est traversé par la double culture. Une double culture qui est la sienne. Et moi, j'ai toujours trouvé... en tous les cas, si au début, cette manière de parler avait un sens, aujourd'hui, je trouve que cette double culture finit par être... une manière de parler un peu handicapante. Je dirais de son travail qu'il est plutôt hybride. Et pourquoi je parle d'hybridité plutôt que de double culture, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, des gens comme Faisal font partie de notre histoire nationale, et que de les mettre toujours en partage ou en écartèlement sur une culture qui aurait été celle d'avant et la culture de celle d'après, je trouve que c'est plus intéressant d'accompagner quelque chose qui est hybride, qui est déjà transformé et qui fait partie de notre paysage. Donc ça, c'était une chose qui est hyper importante pour moi. La première chose aussi qui m'a intéressé, en fait, c'est une vraie fidélité qu'on a eue ensemble, mais comme toutes les fidélités qui ont un peu de sens, à un moment donné, elles s'abandonnent. On s'est suivis pendant 4-5 ans, et puis après, on s'est un peu oublié, écarté, la vie étant ce qu'elle est. Et je l'ai retrouvé presque par hasard il y a moins d'un an
sur une présentation d'un travail qu'il faisait avec une école de jeunes chorégraphes, déjà qui amorçait une première réflexion en acte de nos lendemains, donc ce travail sur l'immigration, la frontière et enfin tous ces gens dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais dont on a du mal à prendre en compte concrètement leur réalité. Donc ce travail déjà était une forme de coup de poing, de première alerte, et donc j'étais assez content de me lancer dans cette aventure qui commence à prendre un contour assez important, parce que c'est un travail aussi qui se déplie sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Voilà. L'autre chose, et après j'arrête, hein. L'autre chose, c'est que la rencontre, elle s'est faite avec Faisal dans la maison de l'hôte, et c'est pas pour rien, c'est que tout son premier travail, tout le temps de son travail se fait dans des espaces clos, des espaces qui sont un peu comme le hammam, qui évite le regard, qui n'est pas dans l'espace public, qui est dans une forme d'intimité. C'est un chorégraphe aussi qui a un véritable amour pour les danseurs, dans le sens où c'est un chorégraphe qui fait danser, et que je suis très curieux de le voir aujourd'hui dans une situation où il va être obligé d'aller sur l'extérieur, puisque les gens dont il va parler sont des gens qui sont aujourd'hui sans maison, sans appartenance, qui n'ont plus la possibilité d'être dans le minimum vital de sécurité. Donc on l'entend dans le film là, qui vient de vous être présenté, il y a comme quelque chose qui est une véritable urgence. Et voilà, je suis assez content et fier d'accompagner cette urgence-là. Merci beaucoup, Henri. Bonjour. Oui, effectivement, sur cette question du rapport à l'espace et de l'intérieur et de l'extérieur est quelque chose, effectivement, pour moi, assez important, dans la mesure où dans la culture arabo-musulmane, ce qui est interdit, c'est pas de le faire, mais de le dire. Et donc, l'intérieur permet toujours, c'est pour ça que le mouchalabier existe, c'est qu'à l'intérieur, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur et pas l'inverse. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé aux espaces intérieurs, le hammam, la maison de l'hôte, voilà, toutes ces questions-là. Et là, aujourd'hui, effectivement, je suis très, très, très préoccupé par la question, effectivement, de ce qu'on appelle très durement les migrants. Et donc, l'envie de travailler sur l'extérieur et de travailler sur l'urgence et l'instinct de survie. Faire appel à cet instinct de survie avec les danseurs, qui va être motivé par la peur, pour essayer de trouver cette espèce de dépassement. Voilà, à la fois dans la question donc, de l'espace, mais aussi du rapport corporel. Et puis qui peut aussi nous renvoyer à une histoire qui peut être transgénérationnelle, en tout cas pour ce qui me concerne, puisque mes ancêtres ont beaucoup migré. Ce qui est important de dire aussi dans ce projet, c'est qu'il est bicéphale. D'un côté, il va y avoir une pièce chorégraphique avec 8 danseurs, et de l'autre, il va y avoir une exposition, donc une installation plastique, à partir d'images vidéo et montage son. Donc pour la partie vidéo, j'ai demandé à Rémi Bénichou, qui a réalisé le film et qui est artiste vidéaste, et Lucas Barbier, qui est compositeur et qui a composé cette maquette musicale, de s'approprier cette question-là, la question, en tout cas, sur 2 choses, donc l'instinct de survie et l'urgence, et qu'avec ces derniers, les utiliser comme un instrument de percussion qui pourra permettre aux spectateurs captifs de ressentir à travers son corps ce qu'il pourra effectivement voir. Et comme il sera, à ce moment-là, il sera acteur, d'où le projet bicéphale, parce que j'aimerais que le spectateur soit tour à tour acteur et spectateur. C'est lors de sa visite à l'exposition, il s'immergera dans une expérience où son et image se conjugueront dans un rythme effréné et hypnotique. Et comme toutes les images seront dirigées vers le centre de l'espace, du coup, il sera acteur. Puis enfin, une fois qu'il aura traversé cette expérience,
il viendra se confronter à la pièce chorégraphique avec les 8 danseurs, parce que la même bande-son et le même sujet de recherche seront utilisés pour la pièce chorégraphique. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura cette deuxième traversée sensorielle dont la construction se fera en 3 temps. Le premier temps sera un temps de guerre, d'explosion, de fusillade, de bâtiments qui s'écroulent. Le deuxième temps sera, je ne veux pas parler au conditionnel, sera un temps de traversée d'une mer, tantôt calme, tantôt déchaîné par la tempête. Et enfin, le troisième temps sera un temps de rivage, de terre promise, de routes longues et désertes, de fatigue, d'épuisement. Voilà, et donc ces 2 moments, ils vont être utilisés dans une construction aussi bien donc installation plastique, puisque Rémi va, avec Lucas, échantillonner 1 seconde d'image de tout ce qui peut exister, que ce soit des images de films, de reportages, ou d'images tournées spécifiquement pour ce projet. Et Lucas, lui, il va échantillonner tous les reportages radiophoniques. Là, on en a eu un petit peu dans cette maquette. Et ces deux montages vont vraiment se conjuguer. Et à partir de cette bande-son, nous, on va travailler avec les danseurs, tout en respectant ce synopsis, en tout cas ce plan, ces 3 temps, pour cette traversée sensorielle. On va travailler sur justement cette espèce d'état d'urgence, ce corps exaspéré, martelé, voilà, et dont le corollaire de tout ça, en tout cas ces différents états de corps, serait l'état d'urgence et l'instinct de survie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions. Alors je sais que c'est très ambitieux aujourd'hui de parler d'un projet avec 8 danseurs, mais c'est quelque chose auquel je n'arrive pas à imaginer ce projet autrement. Et bizarrement, cette parité, elle s'est faite comme ça, parce que j'ai pas choisi, je ne choisis jamais garçon ou fille avec une espèce de parité. Et là, les danseurs avec lesquels j'avais envie de travailler sur ce projet-là, il s'est avéré qu'il y a 4 garçons, 4 filles. Est-ce qu'il va y avoir une part du texte? Non. Ni, ce texte-là, je l'ai écrit pour le dossier de présentation. Et on l'a enregistré pour ce film. Mais il n'y aura pas de texte. D'ailleurs, il n'y aura pas de corps dans les images de l'exposition. Il n'y aura aucun corps. Il n'y aura que de la matière, des explosions, des bâtiments qui s'écroulent, une mer déchaînée, un rivage, etc. Mais il n'y aura pas de corps humain. Le seul moment où le public viendra se confronter à l'état de corps, ça sera avec le spectacle vivant, en tout cas avec les danseurs sur le plateau. Et oui, une chose importante, c'est qu'il va y avoir un travail essentiel qui sera réalisé avec la bande-son, sur la bande-son, parce que j'aimerais, bien évidemment, dans la mesure du possible et selon les moyens, fabriquer une bande-son Dolby 5.1, on dit bien 5.1 ou 5.1 5.1, pour baigner la salle entièrement dans une espèce de bain sonore provenant de tous les côtés, devant, derrière, voilà, que tout l'espace soit embarqué dans cette aventure sensorielle. Ce que vous dites sur le fait que dans l'exposition, il n'y aura pas de corps, les corps, ce sont les nôtres. Bien sûr, c'est le public. Non, mais c'est passionnant par rapport à ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que, à la limite, votre texte, votre voix, la manière de montage, évidemment, la manière dont le film est fait, moi, m'implique complètement. Donc c'est complètement cohérent, la présentation avec cette présentation vidéo, avec le sens et le propos de votre projet qui est qu'effectivement nous nous impliquions, pas que émotionnellement, mais vous apportez une pensée. Voilà, merci beaucoup. On a décidé de prendre ce parti pris parce que je voulais absolument que ce film, c'est ce que je dis souvent à Rémi, avec qui je travaille depuis 10 ans, il faut que l'image nous renvoie à notre propre histoire, à notre propre corps. Et là, ici, aujourd'hui précisément, on s'est posé la question, est-ce qu'on vient avec des danseurs ou est-ce
Bon, après, il y a eu un autre problème, c'est que vendredi, là, cette semaine, je présente la première de mon spectacle. Donc les danseurs sont sur le plateau, pas ce spectacle-là, hein, parce qu'il n'est pas créé. Et donc, du coup, on a décidé, en octobre, je crois, on a décidé donc de faire un film. On a commencé à travailler dessus, ainsi qu'avec Lucas, on l'a commencé. Donc, du coup, ça nous a tout de suite mis dans le bain, puisque on avait décidé de commencer à travailler véritablement sur ce travail d'image et de sensation qu'après la création de vendredi. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous de nous considérer comme partie prenante. Mais je le souhaite vraiment du plus profond de moi-même. Mais dans tous mes spectacles, juste pour rebondir sur ce que disait Henri tout à l'heure, c'est que sur la Maison de Lot, je souhaite pas être polémique ou je souhaite pas être provocateur, je souhaite juste à nous réinterroger sur notre rapport à notre propre corps. Pour moi, ça a du sens parce que ça s'impose à moi, issu d'une culture où y a toute l'ambiguïté, où soit le corps est extrêmement sexuel, voilà, soit le corps il est caché. Mais plus il est caché, plus il devient sexuel, puisqu'on a le souvenir de ce qu'on a vu et de ce qu'on s'est imprégné. Donc c'est toujours la question de vu, pas vu. Voilà. Et donc toutes les questions que je les pose de manière universelle. C'est-à-dire que quand je fais chorégraphie de la perte de soi, où c'est un duo, où la fille est complètement nue, mais elle porte le hijab, donc elle a juste la tête voilée, et que son partenaire est nu. Et l'idée de ce duo, c'est qu'il ne peut pas la saisir, et que ça devient une espèce de femme sans tête, et qu'on en oublie la nudité. Mais il y a quand même ce signe du hijab qui fait que ça nous ramène tout de suite à quelque chose de religieux, et donc considéré comme provocateur. Mais parce que la religion musulmane nous pousse à ça. Pour moi, un artiste, par définition, il pose des questions. Et pour poser des questions, il faut bien qu'il provoque quelque chose. Sinon, il devient, de mon point de vue, un artiste moralisateur. Et pour moi, la morale, elle apporte la question avant même qu'elle soit posée. Donc, du coup, je suis dans une position, effectivement, de par ma culture, et je suis français, ni plus ni moins, mais de par ma culture, ça me renvoie, en tout cas, on me renvoie systématiquement à mes origines musulmanes. Et je ne suis pas musulman, je suis de culture musulmane. Et l'idée, c'est que le public donc traverse l'exposition et ensuite arrive sur scène, c'est ça? Oui. L'idée, c'est que l'exposition existe en amont. C'est que d'abord, on installe l'exposition. Donc il y a des villes, par exemple, qui ont décidé que l'installation sera présente pendant 1 mois. Par exemple, Bordeaux, ça sera pendant 1 mois. Dans d'autres villes où c'est plus petit, par exemple, je pense à Mont-de-Marsan, ça sera 1 semaine. Donc le public, en amont, ira se confronter à l'installation plastique. Et ensuite, il viendra voir la pièce. L'idéal, c'est qu'il le fasse. Après, s'il décide de faire que l'un ou l'autre... Moi, je suis vraiment un naïf sur le spectateur de danse. Donc, c'est juste les images que j'ai pu voir. Il y a quelque chose d'une danse un peu théâtralisée, on va dire, avec des mises en situation. Quelque chose qui... quand tu parles d'explosion, par exemple, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de ces corps sous l'explosion. Sur le plateau avec les danseurs ? Non, c'est qu'est-ce que le corps peut ressentir quand il est confronté à ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non. J'ai bien compris ça, mais ça a à voir avec... Il n'y aura pas sur le plateau avec les danseurs des images projetées, par exemple. Il n'y en aura pas. En revanche, il y aura le son, mais il n'y aura pas forcément des sons d'explosion. Et sur la mer, on va être évidemment très éloigné d'une représentation du bateau. Bien sûr, oui. Si on était dans un film, l'idée de l'exposition, c'est un peu comme une période de mise en condition, ou voire ces choses de conditionnement, comme il y a dans beaucoup de films. Où, par exemple, si vous avez vu Le Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, toute la première partie est
moment de conditionnement pour adhérer à ces trois pauvres Américains qui vont partir au Vietnam. Et ce qu'on ressent après pour eux est largement conditionné par ce qu'on a vu avant. Et donc là, le pari, c'est quand même de mettre le spectateur, comme vous disiez tout à l'heure. Et je vous remercie de ce que vous avez dit, parce que dans l'audiovisuel et dans le cinéma, souvent on s'entend dire vous faites trop confiance au spectateur. Et moi j'aime bien faire confiance aux spectateurs, parce que je pense que les spectateurs, ils sont pas du tout débiles, contrairement à ce que certains pensent. Et c'est un peu ça l'idée de plonger les gens dans une situation qui pourrait être un peu proche de ce que les corps des danseurs vont exprimer après, afin d'aller encore plus loin. L'exposition, ce serait dans les lieux de diffusion ou ce serait dans les lieux Non, ça, c'est pas forcément. Par exemple, à Bordeaux, il y a un lieu qui s'appelle les Livres de l'Art, et qui est à côté du théâtre où on va jouer, qui est le quartier Bacalan, qui est un... Alors pourquoi on a voulu aussi jouer à Bacalan, qui n'est pas du tout le lieu où je suis suffisamment programmé, c'est parce que ce quartier-là renferme toute l'histoire de l'immigration bordelaise dans les années 40 et 50. Et il y a un espace qui a été créé, qui est une ancienne friche, et qui s'appelle les Livres de l'Art. Et c'est un espace d'exposition. À Mont-de-Marsan, ça sera au musée d'art contemporain. Voilà. Et ça ne sera pas dans le théâtre, non. Parce qu'il faudrait que ça reste ouvert, puisque l'exposition, il faudra qu'elle tourne toute la journée. Je pense que pour l'instant, on est parti sur un format de 20 minutes qui va tourner en boucle pour que le public ait le temps quand même et puis qui se retrouve au centre de l'espace. Pour moi, c'est extrêmement important que le dispositif de l'exposition va enfermer l'espace en 3 plans, le fond et les 2 côtés latéraux. Donc du coup, il va se retrouver au milieu, parce que plus il va avancer vers le cyclo, plus il va rentrer dans l'image et moins il la verra. Donc l'idée, c'est qu'il reste complètement confiné et qu'il se reçoive toutes les images, parce qu'elles seront dirigées vers le centre. Alors s'il y a du monde, du coup, ils vont se retrouver... l'idée, c'est qu'ils se retrouvent comme ça, quoi. Voilà. Mais ça sera pas dans le... latence entre le conditionnement Et bien après, c'est le souvenir, comment le corps, effectivement, c'est le souvenir du corps, quoi. Le corps a une mémoire, de toute manière. Donc, et puis, ça va générer du fantasme. Et comme le fantasme amplifie la réalité, ça va être encore plus intéressant. Parce qu'il va certainement se faire déjà le film de ce qu'il va aller voir, parce qu'il a ressenti des choses. Et donc, il va les mettre en relief. Et ça va amplifier justement cette espèce d'état. Et il va se poser la question, effectivement, des migrants, de ce qu'ils vivent, mais dans leur chair. C'est qu'on est un peu... Il me semble qu'aujourd'hui, sur cette question-là, on est un peu obligé de tenter des expériences différentes. Bon, la question artistique, là, a toute son importance. C'est-à-dire que dans la question qui est posée, qu'est-ce que peut un corps et qu'est-ce que peuvent ces corps dans ces situations extrêmes, il va bien falloir aussi qu'on arrive à avoir une forme de rapprochement sensoriel concret pour pouvoir agir sur cette situation-là. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est séparé de cette situation-là. Elle est mise en image, elle est culpabilisante ou pas culpabilisante, elle est inquiétante, elle est totalement parasitée par des discours périphériques. Et aujourd'hui, pour faire politique, de toute façon, il faut se reposer la question de qu'est-ce que peuvent ces corps et qu'est-ce que peuvent nos corps. Et c'est peut-être qu'à partir de cette question-là qu'on pourra se poser la question de l'accueil. Mais avant, ça reste trop cérébral, ou dangereusement cérébral. Voilà, donc on a eu une petite présentation, beaucoup de discussions, un projet riche en tout cas qui a donné l'occasion d'explications précieuses, importantes pour développer. Donc, je vous remercie d'avoir fait ce travail-là. Oui, sauf que le délai est passé, c'est gentil, tu le verras après à la pause. Merci. Merci. Et on me dit toujours dans mon oreillette...